Et salut à tous et à toutes, c'est Mister Anto et aujourd'hui on se retrouve donc pour la première vidéo de cette nouvelle chaîne Tech Hardware Review qui va être une review sur la Z97 Pro 4 de chez ASRock. Donc voilà, une carte mère que j'ai eu très récemment, il y a 2-3 semaines, et donc je veux vous parler. Donc pourquoi parler de cette carte mère? Parce que tout simplement il n'y a pas de review vidéo en français sur YouTube. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, je trouvais des Russes, des Anglais. Ou alors j'ai très mal cherché, mais je la fais quand même. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la review. Donc tout d'abord commençons par la boîte. Donc cette boîte est assez jolie, je vais pas faire du packaging parce que c'est pas le plus important pour moi dans du hardware, c'est vraiment le composant qu'il y a dedans. La boîte on s'en fiche un peu, mais donc une boîte assez jolie avec un packaging assez stylé. Dès qu'on l'ouvre on a une espèce de plaque en carton où on va trouver par dessus une pochette avec l'IO Shield, donc c'est la plaque derrière qu'on va coller à la tour. Deux câbles SATA, dont un qui va avoir une prise coudée, donc c'est assez cool, notamment pour les lecteurs DVD qui sont en hauteur, et ça peut faire assez propre, même pour un disque dur, hein, mais c'est en coudé donc ça peut servir. Deux manuels, donc oui, il y a deux manuels. Donc il y en a un pour comment installer les composants sur la carte mère et installer la carte mère dans le boîtier, et il y en a un autre sur comment gérer le software, parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont fournis avec, et aussi le BIOS, tout ça. Et aussi un dernier très important, le CD des pilotes qui est fourni avec. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Donc ils le fournissent avec tout ça. Donc ensuite en dessous on a la carte mère entourée de mousse dans un film plastique, très bien protégé, aucun problème, j'ai reçu nickel, commandé sur Topacha. Je ne fais pas la pub pour eux, mais je dis juste où c'est que j'ai commandé, si vous voulez savoir. Donc voilà, c'était pour le packaging du... si je pense, j'irai faire des photos et je vous montrerai. Mais voilà, donc c'est pour la boîte. Donc ensuite, passons à cette carte mère. Donc la carte mère, elle est au format ATX, donc un format assez format de base vu que tout le monde a quoi. Le chipset est en Z97, donc c'est bien pour de l'overclocking. Une alim en 24 pins, donc voilà. Donc ça c'est les trucs de base de la carte mère. Ensuite on va passer à la partie CPU. Donc chaque fois que je vais faire une review de quoi que ce soit, je vais découper les différentes parties comme ça. Voilà. Donc le CPU, elle peut avoir un socket 1150, donc 4ème et 5ème gen Intel, donc du moment qu'il y a marqué socket 1150 c'est bon, ça passe. Les 6ème génération, donc les Skylake de chez Intel en 1151 ne passent pas, c'est du 1150 qu'il faut. Oui, pour un chiffre ça change la compatibilité. Et AMD ne passe pas, donc voilà, donc ne vous trompez pas quand vous achetez votre processeur, ça vaut assez cher et ça fait un peu les boules de devoir racheter un autre, voilà. Donc ensuite on alimentera notre CPU en 8 broches, donc c'est bien pour de l'overclocking aussi. Niveau mémoire, on part sur de la DDR3, donc vu que c'est un peu ancien, c'est du 1150, c'est pas les toutes dernières, mais moi j'avais besoin de ça parce que j'ai un CPU en 1150 de 4ème génération, donc je vais pas partir sur du Skylake. Donc on a mémoire de la DDR3, donc prenez pas de la DDR4 parce que ça ne la prendra pas, c'est vraiment DDR3. Alors la DDR3, les fréquences qu'on peut mettre c'est du 1066, du 1333 et du 1600 MHz. Et on peut overclocker, enfin ça peut accepter les fréquences de RAM overclockées en 1866, 2133, 2400, 2800, 2933 et 3100 plus. Donc ça c'est que en overclocké ce que je viens de dire. Donc vous pouvez pas mettre une 1866 non overclockée, voilà. Et ça n'accepte pas les RAM ECC. Donc ECC c'est quoi? Je sais plus ce que ça veut dire. Mais c'est en fait une petite puce qui est sur la RAM et qui va diagnostiquer s'il y a une erreur, dire quelle est l'erreur de cette barre RAM, pourquoi elle a fait tout planter, et si ça vient de celle-là ou pas. Donc c'est des trucs utilisés pour les serveurs. Donc dans le cas de nous, je parle pour du gaming ou de la bureautique, ça ne sert à rien du tout. Voilà, c'est vraiment pour les gros serveurs.
Donc sur cette carte mère on peut mettre 32 Go maximum, donc c'est très largement suffisant. Sur celle-là j'en ai 16, je fais du gaming, du GTA 5 tout ça, du Sony Vegas, du Photoshop, et je dépasse très largement les 12 en ayant Google Chrome ouvert à côté tout ça, donc bon c'est 16 c'est largement suffisant, donc 32 c'est vraiment si vous voulez faire du gros logiciel, mais bon. Ensuite on peut mettre donc 8 Go par slot, donc vous pouvez faire du 8 x 2 ou du 8 x 4 maximum. Moi j'ai du 4 x 4. Donc elle a du dual channel, donc ça veut dire que vaut mieux acheter ces barres de RAM par 2. Voilà, ce sera plus performant. Niveau audio, alors niveau audio on part sur un Realtek, j'ai oublié de noter la référence, je vais la chercher juste vite fait. Donc c'est du Realtek avec du stéréo mono 5.1 7.1, donc bon si vous avez des bonnes baffles en 7.1 ça fera l'affaire. Et donc pour ceux qui veulent savoir le codec, c'est du Audio Realtek ALC 892, voilà. Et ensuite on va passer donc voilà, c'était pour la partie audio. Connectique carte mère, donc là pour l'audio vous allez dire c'est un peu rapide, tu n'as pas parlé des branchements tout ça, c'est parce que je pense que ça fait partie de connectiques, des connectiques qui sont dans la carte mère, donc vraiment où il faut aller dans le boîtier, et celles où ils sont à l'arrière, voilà, donc les deux peuvent aller l'un dans l'autre, hein. Littéralement voilà. Donc sur la connectique, donc sur la carte mère, donc il faut aller dans le boîtier pour brancher. On a un PC à 3 en un PC Express en 3.0 x 16 qui est en mode x16, donc c'est pour brancher la carte graphique. On a un autre PC Express en 2.0 x 16 qui lui va marcher en x4, donc c'est pour mettre une deuxième carte graphique. Donc c'est pour, on peut faire avec cette carte mère du AMD Quad Crossfire X et Crossfire X. Donc si vous êtes fan Nvidia, le SLI c'est mort, laissez tomber, donc voilà, donc ça ne marchera pas, c'est vraiment que Crossfire. Donc ensuite on a deux branchements en PCI Express 2.0 x 1 et on a deux PCI normaux, des petits PCI, donc j'y reviendrai après. Ensuite on a donc le support AMD Crossfire, j'ai déjà dit. On a 6 connecteurs SATA 3 6 gigabits seconde, 6 gigaoctets seconde qui sont compatibles en RAID. On a un connecteur SATA Express en 10 gigabits seconde. On a un connecteur M2 pour SSD en NGFF socket 3 et un M.2 PC Express jusqu'à Gen 2 x 2 10 gigabits par seconde. Deux connecteurs pour ventilo de CPU, un en 4 pins et un en 3 pins, donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre deux ventilos qui vont être contrôlés par la température du CPU, même si ça part, je reviendrai sur le contrôle des ventilos justement, hein. Mais voilà. Donc ensuite on a deux connecteurs pour ventilateurs de boîtier, donc de châssis comme ils appellent, un en 4 pins donc en thermoréglé et un en 3 pins qui est thermoréglé mais moins, enfin je sais pas trop comment expliquer, et un connecteur pour ventilateur power en 3 pins qu'ils appellent, donc lui c'est ça alimente le ventilo, voilà c'est tout. Donc ensuite on a un connecteur pour en HD audio, donc pour le panneau frontal, voilà, donc pour devant. On a du Thunderbolt AIC qui est à l'arrière, d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai mis sur oui, donc il est à l'arrière, donc j'y reviendrai après. Donc ensuite on a aussi deux connecteurs pour port USB 2.0, donc c'est les fiches qu'on va brancher pour ensuite amener l'USB 2.0 en façade. C'est pas, on va pas brancher notre clé dessus, donc c'est pas pareil. Et un connecteur pour la face avant en USB 3.0, voilà. Donc maintenant on passe à la connectique du panneau arrière. Donc on a un port PS2 pour clavier souris, donc c'est les vieux ports, donc je vous mettrai une image au montage. C'est les vieux ports PCI où c'est qu'il y a où c'est que c'est violet et vert, quoi, c'est vraiment les vieux trucs. Bon, c'est si vous avez vraiment que ça pour vous dépanner chez vous, vous avez ces ports là, si vous avez trouvé un clavier chez Mémé, quoi, c'est ça.
On a du D-Sub, du DVI-D, du port HDMI, ouais, du DisplayPort, il me semble. Je suis en train de regarder juste vite fait du HDMI. Ah non, on n'a pas de DisplayPort, mais bon. Donc du D-Sub, du DVI-D, du port HDMI, une sortie optique en SPDIF. On a 4 USB en 2.0 qui sont protégés contre les charges électrostatiques selon ASRock. C'est pareil pour l'audio, ils disent que c'est protégé contre les grésillements, tout ça. J'ai pas eu trop de problèmes perso, donc bon, je pense que c'est un peu vrai, mais après voilà, c'est la marque qui vend sa marque, donc après on avait des pincettes. Et ensuite on a 4 USB en 3.0 pareil derrière, donc voilà. Ensuite on a un port LAN RJ45, donc c'est les prises Ethernet pour ceux qui veulent savoir, avec une LED d'indication. Donc c'est du Intel Ethernet 10 gigabits technologie, je crois, donc j'ai pas testé parce que je suis en Wi-Fi, mais bon voilà. Et ensuite on a les connecteurs audio, donc le jack vert avec le haut-parleur arrière, central, basse, entrée ligne, haut-parleur frontal et micro. Donc ça c'est différentes prises. Il y a orange, attendez je vais vous dire les couleurs. Il y a orange, noir, bleu, vert et rouge. Voilà, donc le vert c'est frontal, le orange c'est arrière, les basses, le central c'est noir il me semble. Je ne sais plus trop, donc bon, il y a de quoi faire quoi. Maintenant on va passer à la partie software, donc logiciel, donc avec le BIOS. Donc le BIOS il y a un UEFI, c'est la dernière version. Avec ce BIOS on peut faire un contrôle des ventilos qui est assez cool, ça j'aime bien pouvoir contrôler les ventilos, tout ça. On peut faire suivant la température, mettons alors on contrôle les ventilos. Sur l'ancienne carte mère que c'était on contrôlait les ventilos CPU depuis la température du CPU normal et les autres ventilos depuis la température système. Celui-ci c'est un système tout à fait différent, c'est on contrôle tous les ventilos depuis la température CPU. Donc je vais dire à mon BIOS, je vous montrerai des images aussi. Ben tiens, il y a le CPU, tant que le CPU est au-dessus de 30 degrés, les ventilos, ce ventilo là, le CPU ventilo 1 et 2, tu les fais tourner à 50%. Le châssis 1, enfin le ventilo boîtier 1, tu le fais tourner à 50% aussi. Et le 2, pareil, à 60%. Et on peut dire maintenant, après pour 40 degrés, je veux que tu les fasses tourner à 70%, tout ça. Donc on peut tout régler, c'est vraiment cool. Il y a juste un truc que j'ai pas trop compris, c'est que en fait on a deux prises CPU fan, donc deux prises ventilo CPU, le 1 et le 2, mais le contrôle ventilo c'est exactement le même, c'est à dire que si vous modifiez le contrôle vidéo pour le CPU fan 1, vous le modifiez aussi pour le 2. Donc c'est voilà. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. Donc ensuite on peut flasher le BIOS normal en USB One Internet. Alors ça c'est que quelques cartes mères qui le proposent. Je conseille pas spécialement par internet. Parce que par internet, si vous avez votre wifi qui commence un peu à planter, ou votre box qui crash, ou tout ça, et ben, bam, le BIOS il est flambé, et vous êtes bon pour soit racheter une puce sur eBay, soit trouver une technique pour le remettre, soit racheter une carte mère. Donc je conseille pas trop par internet quoi. Après on a une fonction d'overclocking qui est vraiment très simple. Donc il y aura les images, donc en fait on a un overclocking donc disable, donc il n'y a rien quoi, c'est la fréquence de base. Donc moi pour mon Intel 4670K c'est 3,4 GHz. Ensuite on a plusieurs options, on a 4 GHz, on peut overclocker à ça. Après on a 4,2 il me semble, 4,4 et puis 4,6 GHz. Donc voilà, donc quand vous cliquez sur cela, ça va faire tous les réglages comme il faut, suivant votre CPU, tout ça, pour que ça atteigne ces fréquences là. Mais sachant que le 4,6, le tout dernier, est en rouge car ça peut chauffer, c'est un peu risqué apparemment. Donc mais si déjà vous overclockez en 4 GHz, vous êtes vraiment large quoi, parce qu'avec un 3,4 GHz, j'arrive à faire du logiciel assez bien, donc ça va. J'ai essayé le 4 GHz, c'est assez stable, ça marche plutôt bien. Donc maintenant on va passer à la partie avis. Donc il y a du bien, il y a du moins bien, comme pour tout. Et donc on va commencer par le bien. Donc le bien c'est qu'on peut faire du crossfire. Si vous êtes fan AMD c'est cool. Après
Moi j'ai pris cette carte graphique parce que perso j'aurais jamais le budget pour avoir deux cartes cette carte mère. Je l'ai pris parce que j'aurais jamais le budget pour avoir deux cartes graphiques, donc faire du SC ou du crossfire, je m'en fiche un peu. Donc peut-être que si vous voulez faire du crossfire ou du SC, il faut plus partir sur pour rester dans Azrock, une extrême 4 ou 6, soit repartir c'est du gigabyte, du gaming, enfin vraiment des gammes plus vers les 150, entre 150 et 200 euros quoi. Là c'est vraiment une carte graphique, ça suffit, voilà. Je pense qu'après si vous voulez du crossfire de SX, du SLI, il faut partir au-dessus. Donc alors, on a du SATA Express, donc je sais pas si j'en ai parlé, on a un connecteur SATA Express en plus des SATA 3, donc SATA Express c'est du 10 Go par seconde, donc c'est vraiment cool, ouais. C'est si vous avez des SSD ou des disques durs qui peuvent se brancher en ça, c'est vraiment pas mal quoi. Ça peut permettre d'accélérer un peu votre Windows. Donc ensuite on a le support USB 3.0, donc ça bon, c'est la base maintenant, mais c'est vraiment bien. On a un overclocking qui est très simple pour les débutants, parce que moi je débute un peu dans ça, dans overclocking, donc je trouvais ça hyper simple, avec les trucs programme déjà tout fait. On peut faire du custom à côté, on peut choisir ses voltages par défaut, enfin, mais on a déjà des trucs tout faits, donc c'est vraiment cool. On a 4 ventilos qu'on peut connecter, c'est vraiment cool, en plus 5 avec celui CPU, parce que des fois il y en a où on en a que 3 plus 1 pour celui CPU, et je trouve que c'est un peu juste. Pour moi 4 c'est le bon rapport bruit perf, voilà. Donc ensuite on a pas mal d'USB à l'arrière, on en a 8, donc bon, j'ai webcam, clavier, souris, tapis de souris branché, donc ça suffit très largement quoi, donc voilà. Ensuite on a une prise Thunderbolt à l'arrière, donc ça c'est vraiment cool. Pour 130 euros, on le voit pas sur beaucoup de cartes mères, surtout sur PC, c'est beaucoup sur Mac. Donc j'ai trouvé ça assez cool. Si votre CPU supporte la technologie, que vous avez des prises en Thunderbolt ou quoi, ça peut permettre de recharger hyper rapidement. Et aussi d'avoir des taux de transfert qui sont facilement 2 fois plus que du USB 3.0. Donc c'est vraiment cool. Et on a aussi un port M.2 qui est un peu plus rapide que du SATA pour les SSD. Donc ça c'est vraiment cool. Un point négatif, il n'y a que 3 ventilos qui sont contrôlables, donc on peut contrôler le CPU fan, les CPU fans, un ventilo boîtier, un autre ventilo boîtier. Le quatrième il faut le brancher en power. Power il me semble que ça fait tourner à fond, mais je suis pas sûr, ça fait tourner, mais bon ça fait pas de bruit moi, donc ça va. Donc c'est juste voilà, il y a un ventilo, il tourne, on peut pas régler suivant la température CPU comme j'avais expliqué tout à l'heure. Dans le BIOS, le réglage des ventilos il est pas vraiment facile à prendre à main. Avant j'avais un graphique avec une courbe, tout ça, où on réglait les points, tout ça. Je trouvais que c'était plus intuitif que là, ça avait des pourcentages, tout ça. C'est ouais, enfin on s'y fait, mais c'est un peu compliqué. Et après il y a un défaut qui il y a 2 défauts pour moi qui sont assez embêtants, c'est que les SATA ils sont très mal placés si on a une grande carte graphique. Donc si vous avez une carte graphique, moi j'ai une Asus GeForce 750 Ti qui est pas hyper grosse, donc ça va, ça passe. Mais si vous avez une plus grosse comme une WindForce avec 3 ventilos tout ça, ben en fait vous allez avoir les ventilos qui vont passer par dessus les SATA, et donc pour débrancher SATA vous allez devoir soit enlever la carte graphique ou alors débrancher par dessous, c'est un peu embêtant. Donc peut-être qu'il aurait fallu revoir ça, c'est peut-être mal calculé, mais sinon après voilà. Et il y a un autre défaut, le dernier, que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a que 2 PCI normaux. C'est vraiment juste, je trouve quoi. Les PCI normaux, souvent on branche la carte Wi-Fi, donc moi j'ai ma carte Wi-Fi branchée dessus, donc il ne me reste plus qu'un. Et le dernier il est utilisé parce que j'ai une bande LED, donc voilà, j'ai plus de PCI normaux. Donc si vous branchez un truc en PCI normaux comme de l'USB en plus, il me semble que ça se branche sur les PCI normaux, les petits, donc ou alors je dis des bêtises, mais enfin si vous voulez brancher des trucs dessus quoi, enfin c'est vitement limité quoi. Sur la carte mère que j'avais avant, j'en avais 3 ou 4, c'était déjà un peu plus de possibilités, donc ils ont préféré mettre du PCI Express en x1, donc bon. Voilà, peut-être que pour certains gens ils préfèrent avoir du PCI en x1, d'autres non, donc bon, voilà.
Donc sur ce les amis, je vous laisse pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses à modifier au niveau du montage, tout ça. J'aurai pas beaucoup de vidéos, j'aurai beaucoup de photos pour ce montage parce que j'ai pas pensé à filmer tant que j'avais pas encore monté sur le PC et tout redémonter. Franchement, j'ai pas très envie. Mais pour les prochaines reviews, peut-être que ouais, sûrement que je démonterai tout. Enfin, j'enlèverai, je ferai des plans, tout ça. Mais pour l'instant, non, il y aura beaucoup de photos, donc je suis désolé. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.